Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais vous poser une question. Qui pense que notre repas a été nutritif? Je suis heureuse d'animer le prochain panel sur la nutrition et la santé. Je travaille dans ce programme de recherche depuis 8 ans et je suis très heureuse de voir que les chercheurs et les membres de l'équipe sont ici. Alors, c'est très bien de vous voir. Alors, ce sont des partenaires intéressants et des invités très intéressants aussi. C'est bien comme ça? D'accord. Nous savons que la nutrition est fondamentale pour les objectifs de développement durable et nous savons que le taux de réduction de la dénutrition est en train de ralentir. Cette tendance indique la relation complexe de facteurs alimentaires et non alimentaires qui ont un effet sur le statut nutritionnel de chaque personne. Le manque de sécurité contribue aussi à l'obésité et la coexistence de l'obésité et de la dénutrition. Les innovations et les efforts d'améliorer la production alimentaire de la part des petits producteurs en mettant l'accent sur ceci, en reconnaissant que les femmes et les jeunes filles et les enfants sont la majorité de ceux qui sont mal nourris. Alors, il faut comprendre l'amélioration, les possibilités d'amélioration pour ces populations. Dans ce document, dans une certaine mesure, tous les programmes de CISFA se concentrent sur la nutrition. 56% se concentrent surtout sur la nutrition pour améliorer le régime alimentaire en mettant à l'essai des programmes complexes. Ce sont des interventions sensibles à la nutrition. La plupart des projets utilisent une combinaison de stratégies, trois qui sont plus précises. Ça veut dire la diversité diététique, des cultures plus nutritionnelles, l'enrichissement et l'éducation et la promotion, reconnaissant que des résultats améliorés sont le résultat pas seulement de la qualité de bien, mais aussi ce sont les services de santé, etc., qui ont une incidence. C'est pour ça que la nutrition a été un facteur commun dans tous les projets. Le projet essaie de faire participer plus les femmes dans toutes les phases. Et dans la première discussion du panel, on a parlé de la participation des femmes à la prise de décision. Dans cette discussion, nous voulons mettre l'accent sur les résultats pour le développement dans un échantillon de projets sensibles à la nutrition. Et nous voulons aussi définir des leçons et des applications qui facilitent la tâche pour que les femmes, les jeunes filles et les enfants consomment des aliments nutritifs. Nous ne pouvons pas parler de tout ça, mais il y a 3 projets qui seront présentés. Je vais mentionner les noms et les noms de leurs institutions, mais il y a beaucoup plus de partenaires et d'institutions qui travaillent ensemble. Après les 3 premières présentations, nous allons entendre les réactions de 2 panélistes et qui vont
parler d'une perspective plus générale. Les 3 présentations viennent de la Colombie, les pommes de terre, et ensuite le Dr Nguyen de l'Institut national de nutrition du Vietnam, et ensuite Lak Suhathan de l'Université de Waterloo sur l'enrichissement des fruits en Tanzanie. Alors, je veux inviter Teresa à venir au micro. Bonjour à tout le monde. Je suis colombienne. Savez-vous que la Colombie a eu un conflit armé qui a duré plus de 50 ans? Ça touche surtout les zones rurales de mon pays. Une des zones les plus touchées est Nariño, que vous allez voir en rouge sur la carte. Nous avons décidé de travailler avec ces communautés parce qu'elles sont très vulnérables. Le principal produit alimentaire est la pomme de terre. C'est le produit principal et c'est fondamental pour l'économie de ces communautés. Si on peut améliorer les propriétés nutritionnelles de la pomme de terre, nous pouvons avoir une incidence sur la nutrition de la population. Il y a des défis en Colombie liés à la nutrition et vous pouvez voir ça à la photo, des carences dans la vitamine A, le fer et le zinc, et la sécurité alimentaire est quelque chose qu'a seulement 50% de la population, mais à Nariño, nous travaillons, la situation est beaucoup plus grave. La moyenne dans les communautés, c'est un manque de sécurité dans 90% des foyers. Pour atténuer la situation, on a créé une innovation qui s'appelle, ce sont des pommes de terre jaunes plus nutritées, qui ont plus de fer et de zinc, plus de protéines. Et en ce moment, ces pommes de terre sont consommées par 6 500 000 consommateurs au pays. Mais toutes seules, les pommes de terre ne sont pas une solution. Alors, on a décidé de mettre en œuvre des stratégies sociales. La première, c'est les jardins communautaires d'agriculture familiale. Ça lie l'éducation avec l'agriculture. Les deux secteurs doivent travailler ensemble. Dans les projets, on essaie de les mettre ensemble et on a créé un problème pour l'éducation par rapport à l'équité entre les hommes et les femmes. Chagres est un nom autochtone et représente la production des communautés autochtones. Ça nous permet de diversifier les régimes alimentaires des communautés qui travaillent avec nous. Un des résultats importants, c'est qu'on a amélioré les recettes traditionnelles. Vous pouvez voir ça à gauche. Mais la couleur est un peu monotone. On a rajouté des produits, de nouvelles recettes et de nouvelles pratiques dans la cuisine. Et les couleurs reflètent la diversité des nutriments. Ça nous permet d'améliorer la diversité des régimes alimentaires au foyer. Les familles sont donc mangent des choses plus diverses, positives pour la nutrition. On a fait une étude clinique avec des enfants de moins de 5 ans. On a des indicateurs biomédicaux et qui nous indiquent la réduction de la prévalence de l'anémie dans les enfants et une réduction des carences en rétinol, c'est-à-dire en vitamine A. Et ça a augmenté la ferritine, la protéine qui
entrepose le faire. On a renforcé des éléments fondamentaux dans la nutrition avec le projet. On a appris qu'il était important d'avoir des études intégrales pour faire face à l'insécurité alimentaire. On a travaillé dans les écoles et on va déplacer ces projets dans d'autres régions du pays. Dans les politiques, on travaille avec les gens et on produit des changements sociaux. Et il y a la durabilité qui est fondamentale pour une approche interdisciplinaire. En concluant, je vais reconnaître les gens qui ont commandité l'Affaire mondiale Canada et le CRDI parce qu'on a pu concrétiser les rêves de beaucoup de Colombiens parce qu'ils nous ont appris à mieux travailler ensemble. Voilà les intervenants dans mon pays et les communautés et mes collègues au Canada et en Colombie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Teresa, d'avoir parlé de votre projet. Wilfred va parler du projet au Vietnam. Bonjour. Notre projet est une collaboration entre le gouvernement du Vietnam et l'université Ryerson au Canada. On travaille avec les femmes dans des zones montagneuses où le taux de dénutrition entre les femmes est très élevé. Il y a des carences en zinc et en fer. Nous utilisons des produits locaux, des choses produites par les fermières, les petites fermières. Et nous utilisons un système pour intégrer la production de 45 petites exploitations dirigées par des femmes. On s'est intégré dans des activités éducatives pour améliorer les pratiques nutritionnelles pour les enfants. Ici, vous voyez la transformation à petite échelle des aliments et vous pouvez voir les produits avec des ingrédients qui arrivent directement de la ferme. Bien sûr, on fait de l'éducation pour améliorer les pratiques en ce qui concerne la nutrition des enfants. On travaille avec les femmes. On a établi 15 centres et 17 femmes productrices suivent une formation et 20 000 femmes productrices sont passées par le centre et 2 550 enfants en bas âge sont en train de manger du griot enrichi tous les jours. Nous avons 45% en dénutrition qui est réduit en fonction de 3 critères, donc le poids, et en fait, c'est un partenariat public-privé qui bénéficie pour les interventions nutritives. On a besoin d'éducation sur la nutrition, sur l'alimentation et la promotion des produits. Nous avons
politique qui est intégrée dans le plan d'action national du Vietnam pour 2020 et la vision de 2030. La collaboration avec les intervenants pertinents, y compris l'Université Ryerson, est essentielle pour continuer à améliorer la sécurité alimentaire au Vietnam. Et je vais profiter de l'occasion pour remercier les Affaires mondiales Canada, CRDI, de leur soutien pour notre projet. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation intéressante. J'ai eu l'occasion de visiter ce projet et c'est dans une région très éloignée. C'est difficile de s'y rendre, mais en collaboration avec les partenaires locaux, vous avez réussi à obtenir d'excellents résultats. Alors maintenant, Horton, merci. Je suis ici pour présenter au nom de nos partenaires Mennonite de Canada et l'Université Sokoine d'agriculture, et deux de mes collègues sont ici. Donc, le titre de ma présentation, que vous ne pouvez pas encore voir, c'est une histoire de huile. J'ai emprunté à Charles Dixon. Vous vous rappelez peut-être de son livre, mais je promets que ma présentation va être plus courte. Donc, en termes de défis, on vient d'avoir un dîner excellent, mais j'aimerais que vous puissiez penser au petit déjeuner. Combien parmi vous avez pris des œufs ou du lait avec les céréales? Presque personne. Pris jus de carotte ou jus de mangue, parce que c'était des buffets. Ce sont d'excellentes sources de vitamine A. Peut-être vous avez un petit peu de margarine sur votre pain grillé. C'est peut-être pas aussi santé, mais ça contient la vitamine A parce que la margarine doit être fortifiée ou enrichie de vitamine A au Canada. Alors, les régimes ont tendance à contenir beaucoup de glucides et sont assez monotones. Donc, la carence de vitamine D est un problème. Cette carence a des effets négatifs et dans les cas extrêmes, on peut avoir décéder ou avoir la cécité de nuit. Chez les enfants, ça peut avoir des effets négatifs. Ils sont plus susceptibles à attraper la varicelle ou à avoir la diarrhée ou d'autres maladies infectieuses. Également, le taux de mortalité est plus élevé dans les cas de ces infections. Alors, comment pouvons-nous améliorer la situation de la vitamine A en Tanzanie? Alors, je vais vous présenter deux intervenants et puis je vous présente les régions où nous avons travaillé en Tanzanie avaient des personnes qui ont consommé l'huile de palme qui est importée et élevée dans les plantations en Malaisie et transformée par des processus qui sont... et donc l'autre est l'huile de tournesol qui est produite localement à petite échelle. Et c'est plus santé parce que c'est moins saturé. Donc, les défis étaient les suivants. Comment travailler avec les exploitants petits et moyens qui vont faire la fortification? C'est là où nos collègues de Sakoin ils ont éduqué par rapport aux bonnes pratiques de fabrication pour prendre les graines ou les semences ou les graines et produire l'huile. Nous les avons également aidés à obtenir des financements pour les tanks qui sont nécessaires pour la fortification et l'approbation des autorités tanzaniennes qui contrôlent donc l'ajout de fortifiants. Ensuite, un changement, la mise en œuvre d'un changement de comportement dans les communications, le programme de communication. Ce n'était pas la meilleure façon de rejoindre les personnes.
En fait, les hommes, le plus souvent, c'était par radio qu'ils obtenaient les nouvelles. Et pour les femmes, une bonne source de nouvelles par rapport ou des informations par rapport à la vitamine étaient des émissions sur la cuisine. Nous avons fait un projet, donc un sondage de référence au début qui coïncidait avec la fortification, règlement sur les fortifications obligatoires. Donc voici les résultats ou les enrichissements. Donc on va voir les résultats. Donc on a choisi alors qu'à Maniara, ils vont élever ou cultiver des tournesols et de préférence vont produire l'huile de tournesol. Donc à gauche, vous pouvez voir les mesures des taux de rétinol dans l'huile, dans les ménages où nous avons fait la collecte. Et à droite, vous pouvez voir les taux de rétinol dans le sang que nous avons prélevé des échantillons de sang chez les mères et les femmes, chez les mères et les enfants. C'est assez drastique. Vous pouvez voir que l'enrichissement est amélioré, mais beaucoup plus fortement dans les régions qui consomment l'huile de palme, malgré en fait ce que nous avons fait avec nos partenaires par rapport à l'huile de tournesol. À droite, vous pouvez voir les effets sur la santé. Donc, il y a eu une amélioration importante dans la quantité de vitamine A dans les régions qui ont consommé les huiles plus enrichies. Alors, quelles sont les conclusions? Nous avons conclu que tout d'abord, l'enrichissement fonctionne. Vous pouvez avoir un impact sur les mères et les enfants, mais vous devez atteindre les personnes qui ne consomment pas les huiles produites à grande échelle. C'est pas facile pour les entreprises à petite et moyenne échelle à réussir dans l'enrichissement. Nous avons travaillé avec pas pour justement surmonter les obstacles de logistique et autres, mais il faut faire davantage. Nous estimons que dans notre projet, assez de huile de tournesol, en 100 000 huiles, il y a plusieurs milliers de personnes qui pourraient l'essayer en une semaine. Mais pour rejoindre des millions de personnes en une année, ce qui est nécessaire, on doit produire 100 fois plus d'huile enrichie que ce que nous avons fait dans notre projet. Alors, il y a des choses à faire. Et vos commentaires. Merci beaucoup. Thank you, Sue, for the interesting presentation. Merci, Sue, de la présentation intéressante. Nous avons vu que donc il y a des approches de production d'aliments et de transformation et où les besoins ne sont pas comblés par les aliments seuls. Maintenant, nous avons des experts invités qui vont faire des commentaires par rapport au lien avec leurs expériences à Newfield. Donc, c'est l'Alliance mondiale pour l'amélioration de l'alimentation et Colin Emery, qui est conseiller technique pour également dans l'alimentation mondiale. Donc, maintenant. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier Annie et toute l'équipe de m'avoir invitée et donner l'occasion. Je suis une Canadienne qui est partie depuis longtemps, alors j'aime beaucoup avoir des occasions de revenir et voir ce qui se passe au Canada. J'aimerais souligner, je crois, 4 points. Tout d'abord, pour applaudir les efforts dans ces 3 projets, mais également dans le portefeuille. Plus largement, il y a une reconnaissance croissante du travail dans le système d'alimentation et travail avec les entreprises et le fait qu'on ne peut pas répondre aux défis. J'ai hâte de voir les versions 3 et 2 et 3 et 4 dont nous avons entendu parler. Le deuxième point que j'aimerais souligner est l'alimentation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en agriculture. Je sais qu'il y a d'autres qui viennent de la nutrition ou de l'alimentation. C'est très complexe. Je ne vous dis pas pour vous faire peur, mais parce qu'il faut donc accepter et comprendre ce concept, travailler avec. Nous devons comprendre comment nos efforts peuvent contribuer à
à ce portrait qui est complexe et large. Dans ce contexte, nous savons que la même population qui souffre de dénutrition, de la famine dissimulée dont on a entendu parler, les mêmes populations commencent à avoir un problème de surpoids et d'obésité et des maladies chroniques connexes qui sont donc en train de donc c'est un défi pour l'équipe à l'avenir. Donc, il faut se pencher sérieusement sur l'alimentation pour comprendre les populations qui, dans les ménages, ces défis. Nous savons qu'il y a des variances par genre ou âge et que l'impact de nos interventions va varier auprès des personnes différentes dans le ménage qui consomment les aliments. Contrairement aux interventions ciblées comme pour les enfants ou les femmes enceintes, lorsqu'on parle d'alimentation, on cible les ménages. Et ce qui se passe au sein du ménage peut être très différent d'un endroit à l'autre. Et je comprends bien qu'on dit qu'il faut vraiment faire davantage pour optimiser l'impact dans ce sens. Nous savons que plus de nourriture ne va pas résoudre les problèmes de dénutrition. Il ne s'agit pas d'avoir plus de nourriture. Il faut s'assurer qu'on a assez de nourriture pour nourrir les populations, le peuple, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes au monde. Il faut penser à la qualité du régime alimentaire, à la qualité des aliments. Donc, c'est un double message qu'il faut communiquer lorsqu'on parle de dénutrition. J'aimerais vous parler un instant de la Tanzanie et de votre projet sur l'enrichissement. C'est le troisième point que j'aimerais souligner. Donc, on penserait un petit peu plus à la recherche. J'aime bien l'approche. Ce projet où nous savons que cet enrichissement industriel a lieu et qu'il a le potentiel de répondre aux besoins et avoir un impact. Mais il y a une sous-catégorie ou sous-groupe de la population qui ne sera pas touché. Donc, c'est excellent que vous avez justement essayé de rajouter à cette stratégie nationale. Et donc, il faut vraiment penser à la définition de l'échelle. On parle de l'amplification, etc., mais on n'est pas assez précis. De quoi s'agit-il? S'il y a une stratégie nationale existante qui rejoint un nombre important de membres de la population, c'est important de savoir comment y parvenir. Je pense que c'est un très bon exemple de cadrement d'un programme à un niveau approprié d'échelle, en disant qu'il y a une proportion de la population qui n'est pas rejointe par les huiles enrichies et qu'ils ont un risque de carence de vitamine A. Et nous avons une opportunité de justement les aider. J'ai vraiment aimé le cas en Tanzanie parce que ça a été évalué. On a évalué les impacts d'une manière qui vous permet de mesurer le véritable potentiel de cette approche. Vous avez mesuré les indicateurs par groupe d'âge où il y a un potentiel de réagir. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter ou proposer de intégrer une évaluation robuste dans mon programme. Donc, afin que nous puissions clairement comprendre qu'est-ce qu'on essaye de changer et chez qui? Quels sont les problèmes qu'on essaye d'aborder et quelle est l'opportunité de chacune des interventions pour justement apporter ces changements? Il est toujours difficile d'ouvrir le livre d'évaluation. C'est d'accepter que ce qu'on essaye de faire change ce qui arrive au ménage. Donc, c'est en fait parfois difficile de mesurer la différence qu'on fait, mais c'est correct. Mais si on comprend ce cheminement et si on comprend l'objectif final, donc on sait qu'on veut changer l'alimentation, mais avec le genre d'intervention qu'on porte, peut-être c'est les aliments que le ménage achète qu'on va changer. Après, on doit rajouter d'autres stratégies. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Merci, Annette. Merci de vos commentaires.
Vous avez utilisé votre expertise en recherche et aussi vos connaissances pratiques sur le terrain. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier le CRDI de m'avoir invité à vous diriger la parole. Il y a 4 choses dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Où, avec quoi, toi et qui. Le troisième a 2 sous-points. Où? Où est-ce que nous travaillons? Dans les années où j'ai travaillé avec Vision mondiale internationale, j'étais dans des programmes à plus long terme, dans des milieux qui étaient calmes et stables, mais depuis 10 ans, je travaille dans des parties plus fragiles du monde, où il y a des conflits, où la famine, les sécheresses et les catastrophes naturelles sont des phénomènes qu'on voit souvent. Alors, aujourd'hui, si nous allons atteindre les ODD, on doit s'occuper des États fragiles et touchés par les conflits. 45% qui sont trop petits pour leur âge se trouvent dans ces pays fragiles et touchés par les conflits armés. Et les urgences sont de plus en plus chroniques, comme au Niger, au Sahel, Soudan du Sud, etc. Les acteurs dans le domaine des urgences essaient de réduire la mortalité, mais on voit que les taux de nourriture qui n'est pas utilisée sont de plus en plus élevés. On est en train de sauver des vies, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui sont dénutris. Alors, je vous lance un défi. Vous êtes des acteurs dans le domaine. Je sais que vous n'avez pas travaillé surtout dans ces pays, mais je pense qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre avec vos projets. À l'avenir, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut appliquer à ces pays fragiles et pays touchés par les conflits armés. Il faut le faire si on veut atteindre les objectifs mondiaux en ce qui concerne la nutrition. Alors, qu'est-ce qu'on apporte vraiment? La sécurité alimentaire est un pilier si on va mais si on veut une amélioration, on a besoin d'une approche intégrale. Et une année après autre, on voit que le statu quo pour la programmation dans la nutrition ne nous amène pas où on doit être. On a besoin d'une approche plus intégrée. La sécurité alimentaire n'est qu'un pilier. Il faut penser aussi à la santé et aux programmes de protection sociale. Alors, les programmes dans lesquels vous avez investi, comment est-ce que ça peut faire partie d'un programme plus large? Maintenant, le qui. En lisant l'information, les documents pour aujourd'hui, j'ai réfléchi, je me suis demandé si on atteint les foyers les plus pauvres. C'est important, nous savons que la croissance infantile faible existe. Nous savons que cette situation est la plus grave dans les foyers les plus démunis, alors que nos investissements vont aller dans ces foyers ou non. Et la troisième chose, encore une fois, c'est lié au qui. Est-ce que nos interventions atteignent les groupes les plus vulnérables pour améliorer leurs résultats en ce qui concerne la nutrition? Nous savons que les 1000 premiers jours de la vie, ça commence dans la grossesse et ça arrive jusqu'à l'âge de 2 ans. Nous savons que c'est un espace critique, fondamental. Et on doit mettre l'accent sur l'amélioration des régimes alimentaires des femmes
les femmes enceintes et améliorer le régime alimentaire des enfants pendant les 2 premières années. Ça va nous permettre de s'attaquer à la crise de l'obésité en plus. Alors, où est-ce que nous pouvons intervenir? Nous avons besoin des interventions intégrées et est-ce qu'on atteint les plus pauvres et les groupes qui ont le plus besoin de notre attention dans le domaine de la nutrition? Merci beaucoup. Merci, Colin, d'avoir parlé de ces aspects tellement importants parce que la situation dans les pays fragiles et en situation de conflit, il semble que cette situation ralentit nos progrès. Je voudrais remercier tous les présentateurs et présentatrices et tous les spécialistes externes d'avoir mis l'accent sur ces aspects nutritionnels. Maintenant, nous allons passer à la prochaine séance. Nous voulons savoir ce que vous pensez après avoir écouté ces perspectives. Les questions sont semblables. Qu'est-ce qui est nouveau et innovateur? Comment est-ce que vous pouvez utiliser ces choses dans votre travail? Où sont les lacunes et quelles sont les prochaines étapes pour l'avenir? Vous pouvez parler pendant 20 ou 25 minutes et ensuite on va revenir pour les comptes rendus de certaines tables. Merci. Oui, on demandera aux panélistes.